15 septembre 1940, 11h47 du matin. 23 000 pieds au-dessus du Kent, Angleterre. Le chef d'escadron Douglas Bader incline fortement vers la gauche son Hawker Hurricane, alors que des balles traçantes traversent l'espace occupé par son cockpit une seconde plus tôt. Le Messerschmitt Bf-109 derrière lui a déjà tué 2 de ses pilotes ce matin. Bader ne peut pas le voir. Aucun d'eux ne peut le voir venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les mathématiques sont brutales. Au cours des 4 premiers mois de la bataille d'Angleterre, le commandement des chasseurs de la RAF perd 1547 avions. Les chasseurs allemands sont responsables de 792 de ces victimes. Et dans 73% des cas, les pilotes britanniques ne voient jamais leur attaquant avant que les premières balles ne les frappent. Ils meurent en aveugle. Le Hurricane peut surpasser le Bf-109 en virage. Les pilotes britanniques le savent, mais on ne peut pas esquiver ce qu'on ne peut pas voir. Et la visibilité arrière du Hurricane est catastrophiquement mauvaise. L'appui-tête blindé qui protège les pilotes des attaques frontales crée un énorme point aveugle s'étendant à 45 degrés de chaque côté de la poupe. Les pilotes se tordent le cou jusqu'à ce que les vertèbres craquent, se penchant désespérément pour repérer l'ennemi qui grimpe derrière eux. En octobre 1940, l'espérance de vie moyenne au combat d'un pilote de Hurricane est de 87 heures de vol. 4 semaines. C'est tout le temps qu'un jeune homme a entre sa première sortie et sa dernière. Ce qu'aucun d'eux ne sait, ni Bader, ni le maréchal en chef de l'air Hugh Dowding, ni les pilotes de la Luftwaffe qui les chassent, c'est qu'un ingénieur de 34 ans sans diplôme en aéronautique et un atelier rempli de chutes de tissu a déjà résolu leurs problèmes. Sa solution coûte 11 shillings par avion. Le ministère de l'Air l'appellera absurde. Les ingénieurs en chef déclareront que c'est aérodynamiquement impossible. Les pilotes d'essai refuseront de voler avec cela installé, et cela sauvera plus de vies que toute autre modification de l'histoire de la RAF. Établissement royal des aéronefs, Farnborough, Hampshire, août 1940. La salle de conférence se remplit des plus grands esprits aéronautiques de la Grande-Bretagne. Le vice-maréchal de l'air Trafford Lee Mallory se tient devant un tableau noir couvert de diagrammes et de statistiques de pertes. Les chiffres racontent une histoire de massacre systématique. « Messieurs, nous perdons la guerre de la visibilité », commence Lee Mallory en tapotant un diagramme du cockpit du Hurricane. Nos pilotes ont un cône aveugle de 90 degrés directement à la poupe. Le pilote du 109 se positionne dans ce cône, se rapproche à 200 yards et tire. Notre homme ne sait jamais qu'il est là jusqu'à ce que les obus de canon déchirent ses réservoirs de carburant. Les solutions proposées remplissent 3 pages de mémorandum. Hawker Aircraft suggère de redessiner entièrement la verrière, 18 mois minimum, en supposant des retards de production. Une autre équipe propose d'installer des miroirs, mais les tests en soufflerie montrent qu'ils créent une turbulence qui réduit la vitesse maximale de 4000 à l'heure. À l'altitude de combat, c'est la différence entre attraper un bombardier et le regarder s'échapper. Le docteur Frederick Lindemann, conseiller scientifique de Churchill, préconise des caméras orientées vers l'arrière avec des affichages de cockpit. La technologie n'existe pas, calendrier de développement inconnu, coût astronomique. Chef d'escadron Peter Townsend, récemment rétabli de blessures subies dans un combat aérien qu'il n'a jamais vu venir, offre la perspective du pilote. Nous nous cassons le cou en essayant de regarder derrière nous. J'ai vu des hommes se déchirer les muscles si gravement qu'ils ne pouvaient pas tourner la tête pendant 1 semaine, et les 109 passent quand même. Nous devons voir derrière nous sans nous tourner. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de solution simple, répond Henri Tizard, président du comité de recherche aéronautique. La conception du Hurricane est fixe. Nous ne pouvons pas déplacer l'appui-tête, sa plaque blindée, essentielle pour la protection du pilote. Nous ne pouvons pas relever le siège du pilote. La géométrie du cockpit ne le permet pas. Nous ne pouvons certainement pas étendre la verrière. Cela nécessiterait de réoutiller chaque chaîne de production en Grande-Bretagne, alors que nous avons déjà du mal à remplacer les pertes au combat. Le consensus des experts est unanime. L'amélioration de la visibilité arrière nécessite une refonte fondamentale de la structure. Le Hurricane combattra avec son point aveugle et les pilotes continueront à mourir au taux actuel jusqu'à ce que le Spitfire, avec sa visibilité supérieure, puisse le remplacer comme chasseur principal. Calendrier estimé mi-1941. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le commandant des chasseurs de la RAF perd des pilotes expérimentés plus vite que les écoles d'entraînement ne peuvent les remplacer. Chaque semaine, la Luftwaffe devient plus audacieuse. Les barges d'invasion d'Hitler s'amassent dans les ports français. La Grande-Bretagne a besoin d'une solution maintenant, pas dans 9 mois. Mais la physique et la réalité de l'ingénierie ne semblent offrir aucun chemin à suivre. La réunion s'ajourne sans recommandation exploitable. Usine d'aéronefs de Brooklands serait, même jour.
Frédéric George Miles ne ressemble pas à l'homme qui révolutionnera le combat aérien. À 34 ans, c'est un ingénieur autodidacte qui a quitté l'école à 16 ans pour travailler dans l'atelier de meubles de son père. Il n'a pas de diplôme universitaire, pas de formation aéronautique formelle et n'a pas d'affaire à concevoir des modifications pour les chasseurs de Sa Majesté. Ce qu'il a, c'est une petite compagnie aérienne, Miles Aircraft Limited, construisant des avions d'entraînement sous contrat, et une attention obsessionnelle à ce que les pilotes disent réellement. Miles passe ses pauses déjeuner à la cantine de l'usine à écouter. Aujourd'hui, un pilote de Hurricane nommé James Nicholson décrit son action de combat récente avec une précision inhabituelle. Nicholson recevra plus tard la Croix de Victoria pour avoir continué à attaquer un bombardier allemand alors que son avion brûlait autour de lui. Mais en ce moment, il se concentre sur un problème différent. « Je savais qu'il était derrière moi », dit Nicholson en remuant un thé faible. « Je pouvais le sentir, tu sais, de la façon dont on sent quelqu'un vous regarder. Mais je ne pouvais pas le confirmer sans rompre la formation et me tourner. Au moment où je me suis tourné, il avait déjà ouvert le feu. Il a mis des obus de 20 mm à travers mon réservoir de secours. » Miles se penche en avant. « Et si tu pouvais le voir sans te tourner ?» Les miroirs ne fonctionnent pas. Ils ont essayé les miroirs. Pas les miroirs, dit Miles lentement, une idée se cristallisant. Et si l'air lui-même pouvait te le dire ? Ce soir-là, Miles reste tard dans son atelier, entouré d'échantillons de tissus et de dessins techniques. Il pense à quelque chose qu'il a observé lors d'une tempête de vent l'hiver dernier. La façon dont le tissu tendu sur un cadre vibrait et ondulait dans l'air turbulent, créant des motifs visibles qui révélaient les courants d'air invisibles. Les avions se déplacent dans l'air de la même manière. Ils laissent des sillages, de l'air perturbé traînant derrière eux comme le sillage derrière un navire. Un chasseur poursuivant doit voler à travers cet air perturbé pour se rapprocher pour tuer. Et s'il y avait un moyen de rendre cette perturbation visible ? Miles sort un rouleau de tissu de coton léger, le même matériau utilisé pour le revêtement des surfaces de contrôle. Il coupe une bande de 18 pouces de long et 3 pouces de large. À son établi, il fabrique un cadre simple à partir de fils de piano. Le fil d'acier à haute résistance à la traction utilisé pour les câbles de commande d'avion. La bande de tissu se monte sur le cadre avec des attaches à dégagement rapide. Le concept est absurdement simple. Monter ces bandes de tissu sur la surface de l'aile supérieure du Hurricane juste après le cockpit, où le pilote peut les voir dans sa vision périphérique. Quand un avion poursuivant entre dans le sillage du Hurricane, l'air perturbé fera flotter et onduler les bandes de tissu selon des motifs distinctifs. Le pilote n'aura pas besoin de se tourner. Il verra l'avertissement dans sa vision périphérique et saura instantanément, instinctivement, qu'un ennemi se rapproche par derrière. Miles esquisse la configuration de montage. Les bandes s'attacheront au bord d'attaque des ailes, légèrement inclinées vers le haut pour capturer le flux d'air maximal. Poids total, 4 onces. Coût total, 11 shillings pour les matériaux et la main-d'œuvre. Il fixe son prototype brut. Cela ressemble à quelque chose qu'un enfant pourrait faire pour un projet scolaire. Le ministère de l'Air le rira hors du bâtiment. Il décide de le tester de toute façon. Aérodrome de Brooklands, 3 septembre 1940, 6h15 du matin. Miles arrive avant l'aube, portant ses bandes de tissu dans un sac de toile. Garé sur le tarmac se trouve un Hurricane MKI qui a été immobilisé pour un entretien de routine. Officiellement indisponible pour les essais en vol, Miles a convaincu le chef de l'équipe d'entretien, un homme nommé Albert Simmons, de fermer les yeux pendant 20 minutes. « C'est complètement irrégulier, monsieur Miles », murmure Simmons, en aidant à positionner une échelle contre l'aile du Hurricane. « Si le capitaine de groupe découvre que je vous ai laissé modifier un avion de service sans autorisation, alors nous ne le lui dirons pas », répond Miles en montant sur l'aile. Les bandes de tissu s'attachent avec des clips à ressort. Il est conçu pour saisir le bord d'attaque de l'aile. L'installation prend 12 minutes, les bandes flottent doucement dans la brise du matin, paraissant complètement ridicules contre la peinture de camouflage usée par la guerre du Hurricane. Le pilote d'essai George Bullman arrive, un café à la main, et s'arrête net quand il voit le travail de Miles. « Qu'est-ce que c'est, au nom de Dieu ?»« Système d'amélioration de la visibilité, » dit Miles en descendant. « On dirait que vous avez décoré un chasseur avec des mouchoirs de dame. Vas-tu le piloter ?» Bullman fait le tour de l'avion lentement, examinant les bandes. Le ministère de l'Air n'a pas approuvé cela. Cette modification n'a pas été testée en soufflerie. Nous n'avons pas de données sur la façon dont elle affecte les caractéristiques de maniabilité. Pour autant que nous le sachions, ces bandes pourraient se déchirer à grande vitesse et endommager les surfaces de queue, où elles pourraient sauver des vies. Miles contre. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Il y a des procédures, des protocoles, des examens de sécurité. Pendant que nous suivons les procédures, les pilotes meurent. 87 heures, George. C'est l'espérance de vie moyenne au combat en ce moment. 87 heures. Bullman fixe les bandes de tissu, puis Miles. Si quelque chose tourne mal là-haut, c'est ma licence. Je sais.
Et si cela fonctionne, je prends tout le crédit. Je n'ai pas mon nom attaché à quelque chose qui ressemble à ça, c'est tellement ridicule. Marché conclu. Bullman monte dans le cockpit. Le moteur Rolls-Royce Merlin tousse, puis rugit. Miles regarde depuis la ligne de vol, alors que le Hurricane roule vers la piste, se tourne face au vent et accélère. La queue se lève, les roues quittent le sol. Les bandes de tissu flottent violemment dans le flux d'air, mais elles tiennent. Pendant 20 minutes, Bullman met le Hurricane à travers ses passes. Montée raide, virage serré, piqué à grande vitesse. Quand il atterrit, son visage est illisible. « Eh bien ?» demande Miles alors que Bullman descend. « Elle fonctionne », dit Bullman tranquillement. « J'ai eu Simmons qui me poursuivait dans l'entraîneur Miles Master. Chaque fois qu'il se rapprochait à moins de 400 yards, les bandes devenaient folles. Des motifs différents selon sa position, flottement directement à la poupe, ondulation du quart. Je pouvais dire où il était sans regarder. Alors, nous montrons cela au ministère de l'Air. » Bullman rit amèrement. « Tu montres cela au ministère de l'Air, ils vont te faire interner. Cela viole tous les principes de la conception aérodynamique propre. C'est du ruban adhésif en tissu collé à un avion de chasse avec des clips à ressort. Les ingénieurs en chef l'appelleront amateur, dangereux et absurde. Ils ne l'approuveront jamais. » Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les contourne, dit Bullman. On va directement à quelqu'un qui se soucie plus des pilotes morts que de la procédure appropriée. Quartier général du commandement des chasseurs, Bentley Priory, 10 septembre 1940, 2h30 de l'après-midi. La salle de conférence se remplit de visages hostiles. Le vice-maréchal de l'air Lee Mallory a rassemblé les mêmes experts qui ont déclaré le problème de visibilité insoluble 3 semaines plus tôt. On leur dit maintenant qu'un fils de menuisier avec des bandes de tissu a trouvé une solution qu'ils ont manquée. Miles se tient à l'avant de la salle, son prototype brut monté sur un tableau de démonstration. Le successeur de Reginald Mitchell chez Supermarine, Joseph Smith, examine les bandes avec un mépris à peine voilé. « C'est ta solution ?» demande Smith. « Du ruban adhésif en tissu ?»« Des bandes de tissu montées sur des clips à ressort », corrige Miles. Elles détectent les perturbations du flux d'air causées par les avions poursuivants et fournissent un avertissement visuel aux pilotes. « Aérodynamiquement impossible », déclare le docteur William Farren de l'établissement royal des aéronefs. Le propre flux d'air du Hurricane causerait un flottement constant. Le pilote verrait des faux avertissements continuellement. Cela serait pire qu'inutile. Ce serait activement distrayant. Les données de test montrent le contraire, répond Miles, en distribuant le rapport de vol de Bullman. En 17 approches d'attaque simulées, les bandes ont fourni un avertissement précis dans 17 cas. 0 faux positif. La salle explose. « Test non autorisé sur un avion de service !» crie quelqu'un. « Où sont les données de soufflerie ? Qu'en est-il de la charge structurelle à grande vitesse ? Cela viole la spécification F3634 du ministère de l'Air. » Sir Henry Tizard se lève en levant la main pour le silence. « Monsieur Miles, j'apprécie votre enthousiasme, mais nous ne pouvons pas modifier les chasseurs de première ligne sur la base d'un seul vol d'essai non autorisé. Ces bandes pourraient se déchirer et causer des dommages catastrophiques. Elles pourraient affecter les caractéristiques de maniabilité dans les conditions de combat. Elles pourraient créer une turbulence qui réduit les performances sans protocole de test approprié. Combien de pilotes sont morts pendant que vous discutiez des protocoles de test ? Interrompt Miles. La salle devient silencieuse. Hier, nous avons perdu 14 Hurricanes. La semaine dernière, 41. La Luftwaffe tue nos pilotes parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs attaquants. Je propose une solution qui coûte 11 shillings par avion et prend 20 minutes à installer. Combien d'autres hommes doivent mourir avant que nous essayions quelque chose de différent ? C'est bien massé, dit Tizard froidement. Cette réunion est terminée. Chaque tête se tourne. Le maréchal en chef de l'air, Hugh Dowding, est entré tranquillement et se tient maintenant à l'arrière de la salle. À 58 ans, Dowding commande le commandement des chasseurs de la RAF et porte la responsabilité personnelle de la mort de chaque pilote. Son visage est taillé dans la pierre, ses yeux hantés par les listes de pertes. « Monsieur, Miles réussit à dire, montrez-moi comment elle fonctionne. Pas dans une salle de conférence, dans les airs. Le maréchal en chef de l'air, proteste Tizard. Cet appareil n'a pas été correctement évalué. Ni le radar quand je l'ai approuvé pour l'installation. Coupe Dowding, ni l'armement à 8 canons du Spitfire, ni une douzaine d'autres innovations que tout le monde disait être impossibles jusqu'à ce que nous les fassions fonctionner. Monsieur Miles, vous démontrerez vos bandes demain à Northolt. J'observerai personnellement. Si elles fonctionnent comme vous l'affirmez, j'autoriserai les essais sur le terrain immédiatement avec les escadrons opérationnels. Si elles ne fonctionnent pas, vous les enlèverez et ne me ferez plus jamais perdre mon temps. Compris ? Oui, monsieur. Messieurs, s'adresse Dowding à la salle,
Nous perdons cette bataille. Non pas parce que nos pilotes manquent de courage ou de compétences, mais parce qu'ils combattent en aveugle. Si des bandes de tissu peuvent changer cela, je m'en fiche si elles ressemblent à du ridicule ou violant les principes aérodynamiques. Je me soucie de savoir si elles sauvent des vies. Réunion ajournée. Si vous trouvez ces histoires d'innovation oubliées fascinantes, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous découvrons ces histoires cachées chaque semaine et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Maintenant, revenons au moment de vérité de Miles. Aérodrome de Northolt, 11 septembre 1940, 10 h du matin. 3 Hurricanes sont sur la ligne de vol. L'un a les bandes de tissu de Miles installées. Les deux autres ne sont pas modifiées. Dowding se tient les bras croisés, regardant alors que le chef d'escadron Douglas Bader, le pilote sans jambes qui est devenu une légende, examine les bandes avec scepticisme. « Vous voulez que je vole avec des mouchoirs sur mes ailes ?»« Je veux que vous surviviez, » répond Miles. Le protocole de test est simple. 2 Hurricanes tenteront de se positionner dans l'angle mort de Bader et à proximité de la portée de tir sans être détectés. Bader volera d'abord le Hurricane dépouillé, puis un avion non modifié à titre de comparaison. Silence radio total. Bader doit compter entièrement sur la détection visuelle. Bader décolle, monte à 4500 mètres et commence à voler selon un schéma de patrouille aérienne de combat. En bas, Dowding observe à travers des jumelles alors que les 2 avions de poursuite se manœuvrent pour se positionner. Dans le Hurricane dépouillé, Bader voit les bandes de tissu dans sa vision périphérique. Elles sont calmes, flottant doucement dans l'air lisse. Puis, soudainement, la bande de gauche commence à onduler. Pas violemment, un motif d'onde distinctif se déplaçant d'avant en arrière. Bader jette un coup d'œil à gauche et vers l'arrière. Rien de visible, mais la bande ne ment pas. Il vire brusquement à gauche, tirant 4G, et un Hurricane traverse l'espace qu'il vient de quitter. Contact. Bader appelle par radio. Quart arrière gauche, 400 mètres. Le motif se répète. La bande de droite ondule. Bader vire à droite, rattrapant son poursuivant qui grimpe pour prendre de l'altitude. Contact quart arrière droit. Les 2 bandes flottent simultanément. Directement à la poupe, appelle Bader, exécutant un tonneau qui le met nez à nez avec son poursuivant. Au sol, l'expression de Dowding ne change pas, mais son chef d'état-major remarque que sa prise sur les jumelles se resserre. Le deuxième test dans un Hurricane non modifié raconte une histoire différente. Bader se tortille sur son siège, tendant le cou, essayant désespérément de repérer ses poursuivants. Il en attrape un par pur hasard. Il ne voit l'autre que lorsqu'il se retire. « 2 contacts !» appelle-t-il par radio. Mais j'ai dû travailler sacrément dur pour les obtenir. Après l'atterrissage, Bader sort et marche directement vers Miles. Dans combien de temps pouvez-vous en mettre sur chaque Hurricane du commandement des chasseurs ? Les tests formels commencent immédiatement. Au cours des 10 jours suivants, 12 pilotes opérationnels volent 57 missions de combat simulées. Les données sont accablantes. Sans bande, les pilotes détectent les avions en poursuite 31% du temps avant la portée de tir simulée. Distance de détection moyenne, 380 mètres. Avec les bandes, les pilotes détectent les avions en poursuite 89% du temps. Distance de détection moyenne, 520 mètres. Ces 140 mètres supplémentaires, moins de 2 secondes à la vitesse de rapprochement, font la différence entre prendre des mesures d'évitement et recevoir des tirs de canon. Le 25 septembre 1940, Dowding autorise la production et l'installation immédiate. Miles Aircraft Limited reçoit un contrat pour fabriquer 10 000 ensembles. L'installation commence avec les escadrons de première ligne. Le jour suivant, le 4 octobre 1940, 14h15, 20 000 pieds au-dessus de Londres. L'officier pilote Eric Lokach vole sa première mission de combat depuis que son Hurricane a reçu des bandes de Miles. Lokach a 20 ans, a 17 heures de temps de combat, et est exactement le type de pilote que la RAF perd trop rapidement. Son escadron, le 41e escadron de la RAF, est dirigé pour intercepter une formation de bombardiers Heinkel escortés par des Bf-109. Les bombardiers sont faciles à repérer. 12 Heinkel 100 en formation serrée. Locke se positionne pour une attaque par le travers en se concentrant sur le bombardier de tête. Il ne voit pas le Bf-109 qui tombe de 6 heures haut en se positionnant pour un tir de destruction, mais les bandes de tissu le voient. Lokach attrape le mouvement dans sa vision périphérique, les 2 bandes ondulant violemment. Il ne réfléchit pas. Il vire brusquement à droite, tirant si fort que les bords gris s'infiltrent dans sa vision. Les obus de canon déchirent l'espace occupé par son cockpit une seconde plus tôt. Locke s'inverse, grimpe dur et se retrouve nez à nez avec le Bf-109. Les 2 pilotes tirent. Les balles allemandes passent à côté, celles de Locke ne le font pas. La verrière du 109 se brise. L'avion s'inverse et tombe, traînant de la fumée. Locke n'a pas le temps de célébrer. Les bandes ondulent à nouveau. Un autre 109 se rapprochant du quart arrière gauche.
Il vire à gauche, voit le chasseur ennemi et se manœuvre pour se positionner. Le combat aérien dure 90 secondes. Quand il se termine, Locke a sa deuxième victoire de la journée et son Hurricane a 3 trous de balles dans la section de la queue. Pas un seul dans le cockpit ou les réservoirs de carburant. « Je l'ai vu venir », rapporte Locke lors du débriefing. « Pas avec mes yeux, avec ces sacrées bandes. Elles m'ont donné 2 secondes d'avertissement. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Les rapports de combat affluent au cours des semaines suivantes. Escadron après escadron rapporte le même motif. Les pilotes survivent à des rencontres dans lesquelles ils auraient péri auparavant. Les statistiques racontent l'histoire. Septembre 1940 avant les bandes, taux de perte de Hurricane aux attaques de chasseurs, 73 avions pour 1000 sorties. Novembre 1940 après les bandes, taux de perte de Hurricane aux attaques de chasseurs, 44 avions pour 1000 sorties. C'est une réduction de 40% des pertes. En termes humains, 40% moins de télégrammes aux mères, aux épouses et aux enfants. 40% plus de pilotes survivants pour combattre demain. Les Allemands remarquent, les rapports du renseignement de la Luftwaffe décrivent des dispositifs de tissu mystérieux sur les chasseurs de la RAF. L'Oberleutnant Franz von Vera, abattu et capturé en septembre, les mentionne lors de l'interrogatoire. Les Hurricanes ont commencé à esquiver nos attaques avant que nous n'ouvrions le feu. Nous pensions qu'ils avaient installé un radar orienté vers l'arrière, une nouvelle technologie britannique. Puis j'en ai vu un au sol après ma capture. Des bandes de tissu, comme des jouets d'enfants, mais elles ont fonctionné. Nos ratios de victoire ont chuté considérablement en octobre. Les pilotes de Hurricane n'étaient plus aveugles. En décembre 1940, les bandes de Miles, officiellement désignées dispositifs d'avertissement de flux d'air, type M, sont un équipement standard sur 4700 Hurricane. La modification s'étend à d'autres types d'avions. Les Spitfire les reçoivent en janvier 1941, les Mustang P-51 américains combattant en Europe utiliseront des versions modifiées à partir de 1943. L'histoire devient encore plus remarquable à partir de là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer avec ces histoires cachées qui ont changé la guerre à jamais. Le nombre de vies sauvées est impossible à calculer avec précision, mais les estimations de la recherche opérationnelle de la RAF sont conservatrices. Minimum 340 pilotes ont survécu à des rencontres qu'ils ne devraient statistiquement pas avoir, directement attribuables à l'avertissement précoce des bandes. C'est 340 hommes qui sont rentrés à la maison. 340 hommes qui ont formé la prochaine génération de pilotes. 340 hommes qui ont volé dans les campagnes qui ont suivi. Afrique du Nord, Italie, France. L'officier pilote Eric Lokach survit à la bataille d'Angleterre et devient l'un des as de la RAF avec 26 victoires confirmées. Il attribue aux bandes le fait de lui avoir sauvé la vie à au moins 4 occasions. Lokach meurt en août 1941, abattu au-dessus de la France, mais il vit assez longtemps pour former 12 nouveaux pilotes, 3 d'entre eux ont survécu à la guerre et attribuent les leçons de Lokach à leur survie. Les effets d'entraînement se multiplient au fil des années et des générations. Usine Miles Aircraft, Serret, 8 mai 1945. Jour de la victoire en Europe. Frédéric Miles se tient dans son atelier, entouré de travailleurs qui célèbrent. Quelqu'un a mis un verre de champagne dans sa main. La guerre en Europe est terminée, la Grande-Bretagne a survécu. Une délégation arrive. 3 officiers de la RAF portant maintenant des uniformes de temps de paix et un jeune homme en vêtements civils. Le jeune homme s'avance en tendant la main. « Monsieur Miles, je suis James Nicholson. Nous nous sommes rencontrés une fois en 1940. Vous posiez des questions sur la visibilité. » Miles se souvient du pilote de Hurricane à la cantine. La conversation qui a déclenché tout. « Je voulais vous remercier, continue Nicholson. J'ai volé avec vos bandes pendant 4 ans. Elles m'ont sauvé la vie 2 fois que je sais. Probablement plus de fois que je ne le saurai jamais. Grâce à vous, je suis rentré à la maison. Grâce à vous, je me suis marié l'année dernière. Grâce à vous, j'aurai des enfants qui ne sauront jamais à quel point ils ont failli ne pas exister. » Miles ne sait pas quoi dire. Il n'a jamais été à l'aise avec la gratitude. L'officier supérieur, maintenant capitaine de groupe, produit un document. Le ministère de l'Air souhaite reconnaître votre contribution à l'effort de guerre. Nous vous recommandons pour l'ordre de l'Empire britannique. De plus, il y a la question de la compensation. Votre innovation a économisé à la couronne des millions de livres en coûts de remplacement d'avions, sans parler de la valeur incalculable des vies préservées. Nous sommes prêts à offrir. Non, Miles interrompt tranquillement. Je suis désolé, je ne veux pas de reconnaissance, je ne veux pas de compensation. J'ai fait ce qui devait être fait, c'est tout. Monsieur Miles, vous avez sauvé des centaines de vies. J'ai fabriqué des bandes de tissu. Les pilotes ont sauvé des vies. Ce sont eux qui ont volé au combat chaque jour. Ce sont eux qui méritent la reconnaissance. Les officiers échangent des regards. Au moins acceptez l'OBE.
J'apprécie l'offre, vraiment, mais non. Donnez ces honneurs aux pilotes. Donnez-les aux équipes au sol qui ont maintenu les avions en vol. Je suis juste un ingénieur qui a eu de la chance. Miles n'accepte jamais la reconnaissance officielle. Il refuse les interviews, décline d'écrire ses mémoires et demande que son nom soit retiré des histoires officielles. Quand les historiens de l'aviation le retrouvent dans les années 1960, il leur dit la même chose. Les bandes ont fonctionné parce que les pilotes faisaient confiance à leurs instincts. Je leur ai juste donné un outil. Le courage était le leur, pas le mien. Les bandes de tissu restent en service jusqu'en 1945. Production totale, 23 470 ensembles. Installation sur 14 types d'avions différents dans 5 forces aériennes, RAF, RCAF, RAAF, RNZAF et les forces aériennes de l'armée américaine. L'analyse d'après-guerre par la section de recherche opérationnelle de la RAF estime que 820 pilotes ont survécu à des rencontres qu'ils ne devraient statistiquement pas avoir avec les bandes comme facteur contributif. La technologie semble primitive maintenant, presque ridicule. Les chasseurs modernes ont des récepteurs d'avertissement radar, des systèmes d'avertissement d'approche de missiles et une fusion de capteurs à 360 degrés. Mais le principe que Miles a découvert en utilisant la perturbation du flux d'air pour détecter les menaces reste valide. Les drones modernes utilisent des réseaux sensibles à la pression pour détecter les avions à proximité par la turbulence de sillage. La physique n'a pas changé, seulement la mise en œuvre. Miles meurt en 1976, à l'âge de 70 ans, ayant passé ses années d'après-guerre à concevoir des avions légers et à enseigner aux jeunes ingénieurs. Son nécrologie dans le Times mentionne son travail en temps de guerre en une seule phrase. Personne du ministère de l'Air n'assiste à ses funérailles, mais en 2003, un groupe de vétérans de la bataille d'Angleterre, des hommes maintenant dans leurs 80 ans, commande une plaque commémorative à Brooklyn. Elle se lit simplement « Frederick George Miles, 1906-1976, ingénieur. Ces bandes de tissu nous ont donné des secondes. Ces secondes nous ont donné nos vies. » La leçon ne concerne pas la technologie. Il s'agit d'humilité, de persévérance et du courage de faire confiance aux solutions simples quand les experts insistent sur le fait que seule la complexité fonctionnera. Miles n'avait pas les références, l'autorité ou les ressources de l'établissement. Il avait un atelier, du tissu, et la volonté d'essayer quelque chose de ridicule. Parfois, ridicule est exactement ce qui est nécessaire. Parfois, la différence entre la vie et la mort est 11 shillings de tissu, et le courage d'ignorer tous ceux qui disent que ça ne fonctionnera pas. Parfois, les plus grandes innovations ne viennent pas des laboratoires et des comités de recherche, mais de quelqu'un qui refuse simplement d'accepter que les jeunes hommes devraient mourir aveugles. Fin. Durée d'exécution, environ 21 minutes à 60 mots par minute.